Le chant des Andes rouges. Il naquit dans une maison de pierre grise, perchée sur un versant où le vent parlait plus fort que les hommes. Autour, les montagnes s'étendaient comme des dos de bêtes endormies, couvertes de brume le matin, dorées à midi, noires à l'heure où les loups hurlaient. Son père, ingénieur des chemins de fer, avait disparu dans un accident de tunnel, ou peut-être dans une embuscade, personne ne sut jamais. Sa mère mourut peu après, emportée par une fièvre qui rôdait chaque été comme une vieille connaissance. Il fut recueilli par un oncle lettré, amateur de poésie et de cartographie, qui lui apprit à lire les étoiles avant les livres. Son nom était Lorenzo Varela, mais on l'appelait simplement El Medico, même lorsqu'il n'était encore qu'un étudiant en blouse trop grande, arpentant les amphithéâtres de la capitale avec un carnet de croquis dans la poche. Il dessinait les visages des malades comme d'autres écrivent des vers, avec tendresse, précision et une pointe de mélancolie. Il croyait que chaque cicatrice racontait une histoire, que chaque pouls portait une mélodie. La jeunesse de Lorenzo fut bercée par les promesses d'un siècle nouveau. On parlait de progrès, de justice, de rails qui allaient relier les vallées oubliées aux ports modernes. Les salons bruissaient de débats philosophiques, les journaux imprimaient des manifestes en caractères gras. Il épousa Helena, fille d'un juge réputé, femme douce aux mains toujours occupées, à broder, à soigner, à écrire des lettres jamais envoyées. Leur union fut paisible, presque silencieuse, comme ces rivières qui coulent sans bruit mais creusent la roche. Puis vint le temps des troubles. D'abord, ce ne furent que des rumeurs, grève dans les mines, révolte dans les haciendas, soldats envoyés dans les provinces pour rétablir l'ordre. Puis les rumeurs devinrent cris, les cris devinrent feux. Des hommes en uniforme brûlèrent des villages sous prétexte qu'ils abritaient des idéalistes. Des étudiants furent arrêtés pour avoir cité des poètes interdits. Lorenzo, malgré ses convictions pacifistes, se retrouva un matin enrôlé comme médecin militaire, non par choix, mais parce que refuser, c'était disparaître. Il partit vers le sud, vers les hauts plateaux où l'air est si rare que même les pensées s'essoufflent. Là-bas, il soigna des blessés des deux camps, sans jamais demander leur nom ni leur cause. Il suivit les colonnes de soldats comme d'autres suivent les saisons. Il vit des enfants aux yeux vides, des femmes qui enterraient leurs fils avec des fleurs séchées, des prêtres qui bénissaient les fusils. Et au milieu de ce chaos, il rencontra Camilla. Elle n'était pas belle au sens conventionnel. Ses traits étaient marqués par la fatigue, ses cheveux coupés courts pour ne pas gêner sous le casque. Mais elle portait en elle une lumière farouche, celle des gens qui refusent de plier. Fille d'un syndicaliste exécuté, elle avait rejoint les rangs des insurgés non par haine, mais par fidélité à une idée, que la terre devait nourrir ceux qui la travaillent. Elle soignait aussi, avec des herbes, des prières et une détermination qui forçait le respect. Entre Lorenzo et Camilla, rien ne fut dit ouvertement. Pas de serments, pas de lettres enflammées. Seulement des regards échangés au-dessus d'un blessé, des mains qui se frôlaient en passant une bande, des silences partagés sous la tente quand le vent emportait les bruits de guerre. Ils savaient tous deux que l'amour en temps de révolution est un luxe dangereux. Quand l'armée fut dissoute, ou plutôt quand elle se transforma en milice errante, Lorenzo retourna à la capitale. Helena l'attendait, plus pâle, plus silencieuse. Leur maison avait été perquisitionnée, leurs livres confisqués. Elle ne posa aucune question. Elle reprit ses broderies, ses tisanes, ses promenades du soir. Lorenzo reprit ses consultations, mais ses mains tremblaient désormais, même au repos. Il écrivit des poèmes, pas pour être lus, mais pour survivre. Des vers sur la neige des sommets, sur les yeux noirs d'une inconnue, sur le silence des tombes collectives. Il les cachait dans des tiroirs, les glissait entre les pages de vieux manuels de médecine. Un jour, un ami lui proposa de les publier sous un pseudonyme. Il refusa. « Ce ne sont pas des œuvres, dit-il. Ce sont des preuves que j'ai vues. » Les années passèrent, le pays changea de nom, de drapeau, de tyran. Les révolutions succédèrent aux contre-révolutions, les espoirs aux désillusions. Lorenzo vieillit sans bruit.
Il continua à soigner, même quand les médicaments manquaient, même quand les patients ne pouvaient payer qu'avec un œuf ou une prière. Un hiver particulièrement rude, il tomba malade. Une pneumonie peut-être. Il refusa de se soigner lui-même. « C'est mon tour », murmura-t-il, comme s'il rendait une dette ancienne. Il mourut un matin clair, alors que le soleil se levait derrière les montagnes. À ses côtés, Héléna tenait sa main. Sur la table de nuit, un carnet ouvert au dernier poème écrit la veille. « Je n'ai pas choisi mon époque, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Même les ruines ont leur beauté, surtout quand elles abritent encore un feu. » Après sa mort, Camilla, devenue enseignante dans un village reculé, apprit la nouvelle par un voyageur. Elle ne pleura pas. Elle planta un arbre, un arayan, dont les fleurs blanches embaument la nuit. Et chaque année, à la même date, elle y laissait un petit cahier vide, en hommage à celui qui avait su regarder le monde sans détourner les yeux.